Ravi d'être avec vous ce soir. Je vais essayer de répondre à une question. Qu'est-ce qui nous arrive? Pour le dire un petit peu plus prosaïquement, c'est quoi ce bordel? On est en plein tumulte, ça bouge dans tous les sens, on est obligé d'inventer et de réinventer le monde à longueur de journée, tout ça va bien, mais, ce tumulte-là, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'il n'y a rien à y comprendre? Est-ce que c'est quelque chose à subir? Ou est-ce qu'au contraire, ça n'est jamais que la manifestation d'une logique cachée qu'il faut apprendre à lire? Évidemment, c'est la deuxième option qui est la mienne. Sur la première, il n'y a pas grand-chose à raconter. Donc je peux prendre donc la deuxième option. La deuxième option, c'est, oui, il se passe des tas de choses et ces tas de choses ont un sens. Oui, ces tas de choses, on peut les comprendre. Et donc je voudrais démarrer directement en vous proposant un premier regard. Ce premier regard, c'est nous vivons là maintenant une époque de grande rupture irréversible. Et de ces ruptures, il va bien falloir tirer un certain nombre d'enseignements, de conclusions et de plans d'action. Quelles sont ces ruptures? Pour comprendre les premières, on va faire un petit tour dans le temps, on va retourner en 1972 et on va aller à la rencontre d'un monsieur qui s'appelle Dennis Meadow. Dennis Meadow est prof au MIT, il accepte une mission de la part de l'OCDE qui consiste à faire une espèce de panorama de ce que sera l'économie mondiale 100 ans plus tard. On est à la fin des années 60, les chemises à fleurs, les longs cheveux, la marijuana et le LSD fait qu'on accepte n'importe quoi. Parler de l'avenir économique à 100 ans, il faut oser quand même. Et donc M. Meadow signe en 68 avec le MIT et remet son rapport en 72, rapport qui en anglais s'appelle The Limit of Growth, qui a été traduit 3 ans plus tard sous l'égide du Club de Rome en français, sous le titre de Halte à la croissance. Je pense que le traducteur n'était pas terrible. Qu'est-ce que fait M. Meadow? M. Meadow, il réfléchit, il dit, l'économie, c'est en fait la rencontre entre une offre et une demande. On me demande comment va évoluer l'économie, et il raisonne avec un bon sens paysan que j'adore comme vous. Il dit, l'évolution de l'économie, c'est donc l'évolution de l'offre d'un côté, l'évolution de la demande de l'autre. Comment va évoluer la demande? Et M. Meadow, très sainement, dit, plus il y a d'humains sur Terre, plus il y a de besoins, plus il y a de besoins, plus il y a de demandes. Jusque-là, d'accord. Et puis de l'autre côté, il dit l'offre. Comment va évoluer l'offre? Il dit tout simplement, pour pouvoir offrir, il faut fabriquer ou produire, et pour ça, il faut des ressources. Donc, autrement dit, la capacité d'offre va être liée à la capacité de ressources. Jusque-là, d'accord. Et puis, il regarde bien, il regarde les chiffres. Et voilà ce qu'il trouve du côté de la demande, du côté de la démographie humaine. Il voit cette courbe-là. Et cette courbe-là, elle est quand même intéressante. À l'époque de Louis XIV, nous étions 600 millions d'êtres humains sur Terre. En 1800, 1 milliard. En 1900, 1,7 milliard. En 2000, 6 milliards, aujourd'hui un peu plus de 7 milliards et demi, et en 2050, entre 9 et 10 milliards. Il ne faut pas avoir fait un bac plus 10 en mathématiques pour appeler ça une exponentielle vachement croissante. Et le décrochage se fait au 19e siècle, bien sûr, avec 2 révolutions et un véhicule. Les 2 révolutions, c'est la révolution industrielle qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, permet aux hommes d'atteindre des niveaux de concentration d'énergie jamais atteints jusque-là. C'est le moteur à vapeur, le moteur à explosion, puis le moteur électrique. Et puis la deuxième révolution, c'est la révolution hygiéniste. C'est Pasteur, c'est les petites bêtes, c'est les vaccins, qui permettent brutalement d'avoir des espérances de vie allongées et surtout de bons outils contre la mortalité infantile qui était encore énorme à cette époque-là. Et le véhicule qui va exporter tout ça sur l'ensemble de notre petite planète, ça s'appelle la colonisation. Et donc voilà, 19e siècle, ces 2 révolutions se répandent très très vite avec leurs effets et fait décoller la courbe que vous voyez là. Et M. Meadow voit ça et dit « Waouh ! L'avenir de l'économie est vraiment extraordinaire. Regardez ça, l'explosion des marchés. Pouh ! Il y en a plein. Sauf qu'il y a l'autre membre de l'équation. L'autre membre de l'équation, c'est la capacité d'offre. Et là, M. Meadow raisonne bien. Toujours avec bon sens, il dit raisonnons. La capacité d'offre est liée à la capacité de ressources. Très bien, les ressources,
Elles sont de deux catégories. Il y a les ressources renouvelables et il y a les ressources non renouvelables. Jusque-là, tout va bien. Et il dit, avec un bon sens irréprochable, les ressources non renouvelables ont cette propriété extraordinaire de ne pas se renouveler. Donc, quand on les consomme, on les épuise. Donc, un jour ou l'autre, quand on aura consommé beaucoup, elles seront épuisées toutes. Et là, M. Mello pose une très bonne question. Il dit, tiens. Donc, un jour, les ressources non renouvelables seront épuisées. Donc, il faudra que nous puissions tous vivre sur les ressources exclusivement renouvelables. Et ces ressources exclusivement renouvelables, en gros, c'est le produit direct ou indirect de l'énergie solaire, qui est un flux donné. Il n'y a pas de thermostat sous le soleil. Il est ce qu'il est et il nous donne ce qu'il donne. Et donc, dit-il, et ça c'est une question extrêmement impertinente, donc parfaitement pertinente, il dit combien d'êtres humains peuvent vivre sur Terre avec exclusivement la ressource renouvelable. Le calcul, je l'ai fait refaire par 4 centres de recherche il y a 2 ans. Les conclusions sont claires, je vous passe les détails. Moyennant des hypothèses plus que raisonnables, on arrive à un chiffre qu'il faut que vous entendiez, parce qu'il est politiquement incorrect. Avec les ressources exclusivement renouvelables, nous pouvons vivre au maximum à 2 milliards sur Terre. Donc ça veut dire que nous sommes déjà aujourd'hui à 5,5 milliards de trop, et en 2050, nous serons à 8 milliards de trop. Nous avons un souci. Mais M. Meadow dit, on a un souci, oui, d'accord, mais à quel terme? Est-ce que le souci c'est dans 10 000 ans ou c'est demain matin? Si c'est dans 10 000 ans, on peut commencer à y réfléchir. Si c'est demain matin, là on est dans la merde. Et donc le raisonnement commence à évoluer. Et le raisonnement commence à évoluer en disant, mais ce processus d'épuisement des ressources non renouvelables, ça marche comment? Ça fonctionne comment? Et on en parle encore beaucoup aujourd'hui, vous en êtes témoins tous les jours. Et on raconte énormément de bêtises, vous le savez comme moi. La première des bêtises, c'est de dire, c'est un faux problème. C'est un faux problème. L'histoire de l'humanité est très claire. Chaque fois que les humains sont dans un problème majeur, eh bien, il y a un malin qui sort la solution. Et donc la technologie va faire le miracle qu'il faut au moment où il faut. Je suis physicien et les physiciens ne croient pas beaucoup au miracle. J'appelle ça, moi, le syndrome Père Noël. Le syndrome du Père Noël, c'est de dire, aujourd'hui, on voit qu'on a un gros problème et on n'a pas de solution du tout, mais vous allez voir, quand le problème sera encore plus gros, la solution va arriver toute seule. Ça s'appelle du délire. Ça s'appelle faire une faute déontologique maximale, dans la mesure où on ne peut pas aujourd'hui aborder les problèmes d'aujourd'hui en faisant l'hypothèse qu'il va y avoir un miracle demain. Il faut retraiter les problèmes d'aujourd'hui avec les connaissances que l'on a aujourd'hui sur les choses d'aujourd'hui. Faire l'hypothèse du miracle, c'est du crétinisme. Donc on ne peut pas partir de l'hypothèse d'un miracle. Par contre, si un miracle advient, accueillons-le les bras ouverts. Mais n'en faisons pas une hypothèse. Donc, premier raisonnement qu'il faut éliminer, c'est cette espèce de syndrome du Père Noël sur le miracle futur. Le deuxième raisonnement qu'il faut éliminer, c'est le raisonnement des économistes, qui disent systématiquement ceci: nous sommes donc, au niveau des ressources non renouvelables, dans une logique d'épuisement, donc de raréfaction. Or, tout ce qui est rare étant cher, une ressource qui se raréfie, forcément, voit ses prix augmenter. Si ces prix augmentent, la demande et la consommation diminuent, donc ça finit quelque part par s'équilibrer. Exact. Donc on sera tous dans la dèche et on saura pourquoi, ce qui est quand même rassurant. Je crois qu'il faut être sérieux. La problématique réelle n'est pas du tout celle-là. Pardon d'être un physicien, mais la réponse, elle est purement thermodynamique, c'est-à-dire du bon sens paysan, encore une fois. Voilà la réponse. Ça parle de soi, n'est-ce pas? Vous voyez la flèche bleue en haut à droite, là, enfin en haut à gauche pour vous. Eh bien, cette flèche, c'est l'ensemble des ressources utilisables par l'homme. Et pour qu'une ressource puisse devenir utilisable par l'homme, il faut faire deux choses. Il faut l'extraire, il faut la transformer. Je prends toujours le même exemple. Comme je fais partie de votre famille et que j'exploite une ferme dans le Morvan, eh bien, j'ai là de l'eau à moins 10 mètres qu'il faut sortir et filtrer pour la rendre utilisable par les bêtes.
Eh bien, pour pouvoir extraire mon eau, j'ai besoin d'une pompe. Ça veut dire que j'ai besoin d'un corps de pompe en métal, j'ai besoin de tuyaux en plastique, j'ai besoin de joints en caoutchouc, j'ai besoin d'électricité, j'ai besoin d'un moteur électrique, j'ai besoin d'un générateur, tout ce que vous voulez. Je dois donc consommer des ressources pour pouvoir extraire mon eau. Et une fois que l'eau est extraite, ben, je vais devoir la filtrer pour la rendre potable. Et la filtrer, ça veut dire avoir l'usage d'autres ressources de filtration, qu'elles soient chimiques ou mécaniques, peu importe, pour pouvoir effectivement la rendre utilisable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je pars d'une ressource brute et que je la rends utilisable, je dois utiliser une part de ressource pour l'extraire d'abord, pour la transformer ensuite. Eh bien, c'est ce que montre cette flèche rouge qui tourne sur elle-même, c'est que pour pouvoir extraire des ressources brutes, flèche verte, pour pouvoir ensuite les transformer en ressources utilisables, flèche bleue, je dois utiliser une part des ressources que j'extrais pour boucler la boucle et pour alimenter le circuit. Point 1 du raisonnement. Point 2 du raisonnement, c'est l'histoire de l'humanité, c'est tout simple. C'est que toute l'histoire de l'humanité va des ressources facilement accessibles à des ressources de plus en plus difficilement accessibles. Évidemment. Si vous réfléchissez 2 secondes, l'homme de Cro-Magnon, il n'allait pas forcément se proposer des problèmes énormes pour utiliser les matériaux qu'il avait autour de lui. On prend d'abord ce qu'il a sous la main. Et puis quand il n'y en a plus, on commence à aller plus loin ou plus profond pour les trouver, etc., etc., etc. Donc l'histoire de l'humanité, c'est l'évolution des ressources facilement accessibles vers des ressources plus difficilement accessibles. Qu'est-ce que ça veut dire avec bon sens des ressources plus difficilement accessibles? Ben, ça veut dire tout simplement que la largeur de la flèche rouge sur ce dessin augmente, ce qui veut dire ipso facto que la largeur de la flèche verte diminue. Et plus ça devient inaccessible, plus le rouge augmente et plus le vert diminue. Et donc il ne faut pas avoir de nouveau fait beaucoup de mathématiques pour aller faire ce qu'on appelle un raisonnement à la limite. C'est qu'à un moment donné, la flèche rouge prendra toute la largeur, il ne restera plus rien pour la flèche verte. Donc ça veut dire que tout ce qu'on extrait servira à extraire ce qu'on extrait. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, la machine s'arrête. Et ce n'est pas du tout un problème d'épuisement, c'est simplement un problème d'inaccessibilité. Point à la ligne. Quels que soient les prix du marché, quels que soient les réservoirs qui restent enfouis très profondément là-bas, le cas typique de notre époque dont vous avez certainement entendu parler, c'est les gaz de schiste. Les gaz de schiste, c'est de l'énergie fossile extrêmement difficilement accessible, qui globalement a des rendements d'exploitation extrêmement faibles, de quelques pourcents, tout le reste ayant été dilapidé à démolir tout ce qui se passe autour. Donc voilà, on est bien dans cette logique-là, et M. Meadows, sachant bien tout ça, nous dit « Je veux répondre à la question de savoir si notre problème des 2 milliards, là, se pose pour demain matin ou pour dans 10 000 ans, disais-je. » Et il dit « Je ne sais pas. » On ne peut pas y répondre à cette question parce que tout dépend de la manière dont on va accélérer ou pas l'accélération des ressources. Et ça, je ne sais pas. Par contre, il y a une chose qui est intéressante à regarder, et là c'est très simple à comprendre, vu que la demande augmente avec la population totale sur la Terre, donc est une exponentielle croissante, et que d'autre part, l'ensemble des ressources est un réservoir qui diminue, ben quand on a une courbe qui augmente et une courbe qui diminue, ben forcément elles se croisent quelque part. Et ce point de croisement, lui, il est intéressant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit, ce point de croisement? Il dit simplement ceci. Au moment où ça se croise, on passe d'une économie d'abondance à une économie de pénurie. Pénurie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien. Ça veut simplement dire qu'à partir de ce moment-là, la demande est toujours supérieure à l'offre, donc les prix augmentent et la raréfaction s'accélère. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Et la question est, et c'est quand ce point-là? Alors M. Meadows, il fait son calcul. Mais il fait son calcul à la fin des années 60. Souvenez-vous de l'état du monde à la fin des années 60. Il y a des grands blocs qui ne se parlent pas trop, qui sont en guerre froide, et toutes les informations qui circulent concernant les ressources sont des informations non pas scientifiques, mais de propagande. Donc, moralité, quand dans un modèle on met des chiffres de propagande, il en sort des résultats de merde. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Ben, M. Meadows dit,
Dans le pire des cas, le point de croisement des deux courbes, donc le passage vers une économie ou une logique de pénurie, c'est 2080, mais plus raisonnablement, c'est entre 2150 et 2200. Aujourd'hui, on a des chiffres un peu moins de propagande et un peu plus scientifiquement démontrés. On peut refaire les calculs et on arrive à ça. C'est que les deux courbes, elles se sont croisées aux alentours de l'an 2000. Donc, permettez-moi l'expression, on l'a dans le dos. Donc, nous sommes dans une situation de pénurie aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans une logique d'abondance. Et vous le savez bien, parce qu'il y a les deux ressources les plus pénuriques aujourd'hui à l'échelle mondiale, je ne parle pas à l'échelle française, mais à l'échelle mondiale, vous les connaissez bien, elles sont liées à votre travail de tous les jours. La première ressource pénurique à l'échelle mondiale, c'est l'eau douce, qui est catastrophiquement pénurique sur la plus grande part de notre terre. Et la deuxième ressource pénurique, c'est les terres arables. Tant au niveau surface, vous savez que la surface de terre arabe diminue sur l'ensemble du monde, mais surtout la qualité du sol, la richesse du sol diminue sur l'ensemble de la terre. Donc, autrement dit, voilà nos deux ressources les plus pénuriques aujourd'hui. À ça, il faudra rajouter probablement un petit peu plus tard les énergies fossiles, l'énergie de manière générale, et aussi des choses moins évidentes peut-être, mais les métaux non ferreux, c'est un vrai problème, et surtout les terres rares. Les terres rares, ce sont des éléments chimiques rares, comme le mot l'indique, qui sont extrêmement utiles dans la mesure où ils interviennent de manière récurrente dans tout ce qui est électronique, dans les circuits de nos ordinateurs ou nos téléphones portables, indispensables, et que la nature ou Dieu, à vous de choisir, a décidé que l'ensemble de tous les gisements étaient en Chine, ce qui en soi pose un problème. Voilà, donc on est dans une logique pénurique. Est-ce que ça veut dire que c'est dramatique? La réponse est non. Je refuse de catastrophisme, je dis simplement, il va falloir que nous apprenions à fonctionner autrement, parce qu'on ne fonctionne pas dans une logique d'abondance, comme on fonctionne dans une logique de pénurie. Nous sommes dans une logique de pénurie, nous sommes donc devant la première rupture de notre époque, que j'appelle la rupture écologique. Deuxième rupture, celle-là est un peu plus marrante. Qui dans cette salle n'a pas du tout de téléphone portable? Bon. Ah! Voilà une collègue. Salut collègue, on est deux. On va former un club, tu seras président, mais moi trésorier, pas déconner. Qui ne travaille jamais sur ordinateur ici? Qui n'a pas de connexion avec Internet? Autrement dit, qui n'a aucun contact avec le numérique? Pas grand monde. Et je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais cette installation du numérique qui a transformé complètement notre vie professionnelle comme notre vie domestique, ça a commencé il n'y a pas bien longtemps. Les premiers ordinateurs personnels ont été diffusés de manière massive en 1983, il y a juste 30 ans. Mais c'est quoi 30 ans à l'échelle de l'histoire humaine, même à l'échelle d'une vie? C'est quoi 30 ans? C'est même pas hier matin, c'est même pas ce matin, c'était ce midi. En 30 ans. En 30 ans, nous sommes entrés dans une révolution colossale. Je ne vais pas vous en dire trop, juste deux ou trois petits éléments. Premier élément, mon ami Michel Serres a très justement repéré que nous sommes en train de vivre la troisième révolution informationnelle de l'histoire de l'humanité. La première étant le passage de l'oral à l'écrit il y a à peu près 6000 ans. La deuxième étant le passage de l'écrit à l'imprimé à la Renaissance, avec Gutenberg et compagnie. Et puis nous passons, nous, de l'écrit au numérique. Et ça change quoi? Ça change tout. Et vous savez pourquoi? Des trucs fondamentaux, vous n'imaginez pas. Je vous donne juste une petite illustration. Imaginez que je vous donne le même texte, même typographie, même mise en page, mais je vous le donne d'une part sous forme imprimée, de l'autre part sous forme écran, votre écran. Et vous lisez les deux. Vous allez me dire, Marc, t'es bien gentil, il n'y a rien qui change. Vas-y. Parce que si je vous colle des électrodes un peu partout sur le crâne, vous allez voir que si vous le lisez papier, vous le lisez écran, ce n'est pas du tout les mêmes zones du cerveau qui vont travailler. Ce n'est pas du tout les mêmes activités cérébrales. Ce qui veut dire que nous tous, dans cette salle, qui avons été formés par le papier,
nous avons une configuration cérébrale liée papier. Et donc nous avons une grille de lecture du monde liée apprentissage sur le papier. Mais nos petits-enfants, eux, c'est pas du tout ça. Nos petits-enfants, eux, 90% de ce qu'ils apprendront, ils l'apprendront sur un écran. Donc ils auront encore plus une configuration mentale différente de la nôtre, une vision du monde complètement différente de la nôtre. Ceux qui ont des petits-enfants ados savent de quoi je parle. Ils ne parlent pas de la même chose quand ils parlent du monde. Mais pas du tout alors. Donc, deuxième rupture, c'est la rupture technologique, passage des technologies mécaniques aux technologies numériques. Non pas que les technologies numériques effacent les technologies mécaniques, mais s'y superposent. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, il y a une interface de plus en plus grande entre l'être humain et la machine. Regardez vos voitures. Vos voitures sont truffées de numérique partout, et quelque part, c'est l'électronique qui transforme vos ordres humains en ordres mécaniques. C'est plus vous qui avez beaucoup d'accès direct à la mécanique des choses. Troisième rupture. Troisième rupture, c'est un truc simple. C'est que notre monde alentour devient de plus en plus effervescent et de plus en plus complexe. Je pense que vous serez tous d'accord sur ce point-là. Tout va beaucoup plus vite, infiniment plus vite. Et tout est relié à tout de manière inextricable. Nous avons un nombre incalculable d'acteurs avec lesquels nous sommes en relation perpétuelle. Et mon grand-père, paysan flamand, au cul de son cheval, dans toute sa vie, il a eu au maximum combien ? 200 ? 250 interlocuteurs ? À tout casser, vous en avez des milliers. Donc vous voyez bien que complexification du monde, prolifération des interactions, prolifération des messages et des événements, et bien sûr, augmentation de la vitesse. Juste pour situer le problème, 2 chiffres. Le premier, c'est que les informations sur la toile circulent à 100 000 km par seconde. Nous, dans le meilleur des cas, on est à quelques centaines de kilomètres à l'heure. C'est plus le même ordre de grandeur. En plus de ça, notre cerveau, à nous, il n'a pas bougé depuis Cro-Magnon. Il est capable de traiter quelques milliers d'octets d'informations sensorielles par seconde. Et toutes les 24 heures sur la toile circulent plus de 80 milliards de courriels. Le temps d'en prendre un, d'y répondre, ça prend 5 minutes. Sur ces 5 minutes, il y a 200 millions de courriels qui sont passés, j'ai rien vu. Donc, moralité, vous sentez bien qu'il y a là quelque chose qui s'est passé. Nous sommes portés par une révolution du temps et nous n'avons peut-être pas les moyens d'y répondre adéquatement. Pourquoi ? Parce que nos organisations sont beaucoup trop lentes. Nos organisations en général autour de nous sont des vieilles organisations basées sur le vieux modèle pyramidal hiérarchique. Regardez autour de vous, regardez les administrations, regardez la structure politique, regardez la structure organisationnelle des grands groupes, regardez la structure de fonctionnement de la grande distribution qui parfois est votre interlocuteur. Vous avez bien compris que vous n'êtes pas dans le même monde qu'eux. Vous êtes sur le terrain, ça doit aller vite, ça doit répondre vite, ça doit réagir vite. Et en face, vous avez ces énormes mastodontes dont je reparlerai tout à l'heure, qui sont épouvantablement lourds, épouvantablement lents. Donc nous vivons là aussi une mutation fondamentale en termes d'organisation. Il y a d'un côté l'anciennement les organisations hiérarchiques qui sont lentes et lourdes, qui fonctionnent bien dans un monde et dans un environnement stable et tranquille. Et puis nous avons la réalité de notre monde qui est plus du tout stable et plus du tout tranquille et qui demande d'autres manières de s'organiser que moi j'appelle plus complexes et que j'illustre avec l'idée du travail en réseau. Et je pense que dans ce lieu, il ne faut pas vous expliquer longtemps ce que c'est qu'un réseau. Nous sommes ici à une assemblée générale de quelque chose qui est un réseau. Vous êtes membre de réseau, de plein de réseaux, et vous travaillez de plus en plus en réseau. Ce n'est pas anormal, vous êtes simplement dans la bonne logique du monde réel d'aujourd'hui. Bienvenue au club. Quatrième rupture. Quatrième rupture, elle est liée au modèle économique qui est le nôtre. Et là, il va bien falloir appeler un chat un chat. Le modèle économique qui est le nôtre est héritier de la révolution industrielle, c'est-à-dire du 19e siècle.
Ce modèle est né avec la grosse industrie, et cette grosse industrie s'est particulièrement développée dans un pays où il n'y avait rien, qui a pu donc l'accepter très vite, ce sont les États-Unis, et ce modèle économique a donc été formalisé, théorisé aux États-Unis. Et ce modèle américain dit quoi? Il repose sur deux axiomes fondamentaux. C'est qu'en économie, pour exister, il faut être gros, point 1, et 2, pour être gros, il faut vendre beaucoup, et donc il faut pratiquer les prix de vente, donc les prix de revient les plus bas possibles. Nous sommes là, dans le paradigme de l'économie industrielle. Je répète, c'est la taille et le prix qui sont les deux facteurs déterminants pour exister économiquement. Et ça s'est traduit de diverses manières. Je prends juste quelques exemples rapides. Premier exemple, c'est le Fordisme. Henry Ford, en 1908, lance la Ford T avec l'idée qu'il faut que ses ouvriers puissent l'acheter, donc le prix doit être très bas. Et il dit, vous pouvez choisir la Ford T de la couleur que vous voulez, à condition que ce soit noir. Eh bien, c'est pas un gag. Qu'est-ce qu'il dit, Henry Ford? Il dit, ne m'emmerdez pas avec des problèmes de couleur. Pourquoi? Parce que si vous voulez choisir des couleurs, ça veut dire que ou bien je vais devoir avoir des lignes de production parallèles, d'où des investissements colossaux, ou bien je garde une seule ligne de production, mais je vais devoir faire des arrêts d'outils très longs pour nettoyer la couleur noire, passer à la rouge, puis à la jaune, puis à la bleue, et tout ça fait que d'un côté comme de l'autre, le prix de revient augmente, donc le prix de vente augmente. Donc standardisons, dit M. Ford. Standardisons, 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 c'est la bonne manière de baisser les prix de revient. Le problème est que maintenant, à l'aube du XXIe siècle, nos clients, ils ne veulent plus de standards. Ils veulent tous leur solution à eux, selon leur cahier des charges à eux. Ils veulent de la personnalisation. Deuxième exemple, c'est le taylorisme. Toujours une invention américaine pour baisser les prix de revient. Le taylorisme, c'est quoi? C'est un message simple. Vous là-bas dans les ateliers, vous là-bas dans les magasins, surtout vous ne pensez pas. Vous ne réfléchissez pas. Vous appliquez les modes opératoires et les procédures qui ont été mises au point par un monsieur qu'on a payé très cher. Vous appliquez. Surtout vous réfléchissez ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si on se met à réfléchir, à innover, à prendre des initiatives, on court des risques d'erreur. Et si on court des risques d'erreur, il faut rattraper les erreurs. Et il faut donc faire augmenter le prix de revient pour corriger les dites erreurs. Donc, taylorisme, procéduralisation, standardisation, normalisation, c'est bien ce qu'on vit, sauf que aujourd'hui on dit juste le contraire. Aujourd'hui on dit que nos collaborateurs doivent devenir de plus en plus intelligents, de plus en plus performants, de plus en plus innovants. Ils doivent résoudre les problèmes et pas les évacuer vers le patron. Il faut qu'ils prennent en charge eux-mêmes la problématique de leurs interlocuteurs, qu'ils réfléchissent donc, juste le contraire. Troisième exemple, c'est le capitalisme au sens, non pas idéologique, mais au sens technique du terme. Il dit quoi, le capitalisme? Oh, très simple. Il dit, on va encore baisser les prix de revient. Et une manière de faire, c'est de diluer les coûts fixes en augmentant la production. Simple. Et pour augmenter la production, il faut investir. Et pour investir, il faut avoir accès aux capitaux. Et pour avoir accès aux capitaux, il faut les rémunérer de manière attrayante. Ça s'appelle le capitalisme. Mais, aujourd'hui, on est dans un autre cas de figure. Aujourd'hui, on le sait tous, de plus en plus. Et ça a été rappelé tout à l'heure par nos deux amis, là, en disant qu'aujourd'hui, il faut que les produits aient de la valeur. Pas seulement un prix, mais aussi de la valeur. Mais la valeur, elle vient de l'intelligence que l'on y met, du savoir-faire que l'on y met, de la compétence que l'on y met, du talent que l'on y met. Donc ça veut dire que la valeur n'est non pas de l'investissement en machine, mais du talent humain. Et là, j'ai un problème à partager avec vous. C'est qu'il n'y a pas d'économie d'échelle dans l'immatériel. Mettez 20 cons ensemble dans une salle, ça ne fait pas un prix Nobel. Désolé. J'ai testé, hein. Donc voilà.
il n'y a pas d'économie d'échelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce modèle, disons industriel américain, basé sur la taille et sur le prix bas, a aujourd'hui atteint ses limites. Je ne crache pas dans la soupe. Ce modèle a très très bien fonctionné, mais aujourd'hui il a atteint ses limites et manifestement nos clients, nos utilisateurs demandent autre chose. On est au bout de ce modèle-là et il faudra donc le remplacer. Le remplacer par quoi? Par un autre modèle basé sur l'intelligence ou les intelligences au sens très large du terme qui permettent d'injecter quoi? De la valeur dans ce que nous faisons. Donc, autrement dit, on passe d'une économie de masse et de prix à une économie de l'intelligence et de la valeur. C'est pas gagné, hein. On est encore loin de là, mais c'est en voie, c'est en route. On le verra mieux tout à l'heure. Et enfin, dernière rupture, elle est plus philosophique, et j'aime bien l'aborder par mon cas personnel. Quand j'étais gamin, donc moi je viens d'un milieu pauvre, et ma mère est quelqu'un qui était très doué pour faire des phrases définitives, des trucs qu'on ne discute pas, là, vous voyez. Et ma mère avait par exemple cette phrase suivante, elle disait: mon fils, si tu veux être digne du nom d'homme, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est travailler, c'est étudier. Le travail et l'étude te permettront d'être un homme digne de ce nom. Waouh! Vous dites ça à un gamin de 18 ans aujourd'hui, il est mort de rire. Pourquoi? Je ne veux pas, moi, discuter de savoir qui a raison ou tort entre le gamin d'aujourd'hui et ma mère. Je veux simplement dire que le regard sur le monde a changé. Et que jusqu'il y a peu, nous étions encore dans ce que Auguste Comte appelait la religion du progrès de l'humanité, les grands idéaux idéologiques, du quasi-pléonasme, alors qu'aujourd'hui, on est redevenu un peu plus modeste, je crois. Et je crois que la plupart d'entre vous, et surtout la plupart de nos enfants ou nos petits-enfants, leur logique de vie, c'est, ok, les grands idéaux de l'humanité, d'accord, mais on va commencer par faire simple. On va essayer d'abord d'être heureux là, et de vivre à peu près bien ici et maintenant. Donc ce n'est pas du tout la même logique. Et de nouveau, je ne juge pas, je ne suis pas moraliste. Je dis simplement que nous sommes en train, là encore, de vivre une rupture sur le regard du monde. Et cette rupture est alimentée par le fait tout simple, c'est que depuis les humanistes du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui, nous avons vécu sous cette religion du progrès, telle qu'Auguste Comte l'avait théorisée, et qu'elle a abouti au XXe siècle. Et le XXe siècle sera probablement jugé par les historiens futurs comme le siècle le plus sanglant, le plus cruel de l'histoire de l'humanité. 600 millions d'êtres humains ont été exterminés pour des raisons idéologiques tout au fil du XXe siècle. Les mots-clés du XXe siècle, c'est Verdun, c'est Auschwitz, c'est Goulag, c'est Hiroshima, c'est Seveso, c'est Bhopal. Admettez qu'après tout ça, on peut quand même se poser des questions sur ce que le mot progrès veut dire. Progrès technique et matériel, ça ne fait pas de doute. Progrès humain, progrès moral, progrès éthique, progrès spirituel, on peut discuter. Donc voilà, quelque part là encore, on arrive au bout d'un modèle, il ne s'agit pas de cracher dans la soupe, il s'agit simplement d'acter que ce modèle-là est aujourd'hui au bout de sa course, et ça nous amène à ça. Ce dessin représente un truc très très simple, à savoir une bifurcation. Nous sommes en train de vivre une bifurcation. Nous sommes en train de vivre ce point où vous voyez qu'il y a rupture. Voilà, les 5 ruptures dont je viens vous parler sont en fait les éléments de cette rupture de logique. Le monde socio-économique est en train de changer de logique et c'est ce que nous vivons là. Nous sommes en pleine métamorphose. Avant, c'était la chenille, après, c'est le papillon. Et entre les deux, il y a la chrysalide, on est en plein dedans. On n'est plus tout à fait chenille et on n'est pas encore tout à fait papillon. Et c'est ça que nous vivons. Donc ça, c'est l'hypothèse que moi j'avais mise en avant au tout début des années 90. Et là-dessus, on a construit un modèle dont je vais vous parler maintenant, qui jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été démenti. Ça ne veut pas dire qu'il ne le sera pas demain. C'est en tout cas juste que ce soir, il tient. Alors, vous attendez de moi, je pense, que je vous parle de la nouvelle logique en émergence. Si je suis là pour vous raconter la logique ancienne que vous connaissez par cœur depuis 3 générations, je pense que je ne vais pas vous apporter grand-chose. Donc il faut que je vous parle de la nouvelle logique. Et je fais comment pour faire ça? Je ne peux pas faire de la science-fiction, vous êtes des gens sérieux.
Donc je fais quoi? Ben, c'est ce qu'on a fait pour y répondre, c'est aller voir les gens qui savent. Et la seule question qui puisse être posée sur ce thème, c'est la suivante. Est-ce que des bifurcations comme ça, on en a déjà connu dans l'histoire de l'humanité ou non? Si la réponse est non, non, rien, eh bien on est vu. On n'est pas capable de faire quoi que ce soit en termes théoriques. Ou bien alors la réponse est oui. Et à ce moment-là, on a peut-être une chance d'aller voir dans le passé ce qui s'est passé pour comprendre mieux ce qui nous arrive aujourd'hui. Si je vous en parle, c'est que la réponse est oui, évidemment. Donc on a beaucoup travaillé pendant 3 ans avec des historiens. Alors, je vous la fais très courte, et je vous résume 3 ans de travail en 18 secondes. Juste pour vous dire que la conclusion du travail avec les historiens, c'est que des bifurcations comme ça, il y en a à peu près tous les 550 ans, en moyenne. En moyenne, c'est pas horloger. Et que non seulement c'est vrai pour l'histoire européenne, mais c'est vrai aussi pour l'histoire indienne, et c'est vrai aussi pour l'histoire chinoise, et que tous ces cycles sont en phase. Ce qui est quand même, en soi, un sujet de méditation intéressant. Bon, donc voilà, nous sommes devant des cycles, et les historiens disent, vos bifurcations, là, nous on appelle ça autrement. On appelle ça la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle historique. Ah, c'est comme les cycles produits, en fait. Un cycle historique, ben, ça naît, ça monte en puissance, ça arrive à maturité, puis à partir d'un moment, ça commence à décliner, et puis progressivement, ben, ça décline jusqu'à quasiment disparaître. Mais au moment où ça commence à décliner, il y a le cycle suivant qui commence à monter en puissance, hein, et ça se croise à un moment donné, on passe d'un cycle historique à un autre cycle historique. C'est ce que nous vivons maintenant. Ça arrive tous les 550 ans, et on est dedans, juste là. Alors regardons ce que ça donne du point de vue de l'histoire européenne, mais je vous rassure, en Inde et en Chine, c'est à peu près la même chose. Le cycle grec, c'était le cycle de la sagesse. Il s'effondre en moins 150 sous la botte des légions romaines. S'installe le cycle de l'ordre militaire romain qui s'effondre avec la chute de l'Empire romain en 380. Puis s'installe un grand cycle de ce qu'on appelle le Haut Moyen-Âge, qui est en fait le cycle de la foi, où se construit la foi chrétienne et la théologie chrétienne pendant 500 ans. Et puis cela s'effondre avec la mort du dernier carolingien en 921, c'est la fin du grand rêve de l'Empire germanique chrétien, et puis là on rentre dans l'ère de la féodalité. Ça, c'est l'obsession du salut des âmes pendant 550 ans. On arrive à la Renaissance, grande rupture. La Renaissance nous fait passer d'une économie agraire à une économie marchande, nous fait passer d'une civilisation campagnarde à une civilisation urbaine, nous fait passer du pouvoir des seigneurs au pouvoir des marchands, et nous sommes donc là devant une bifurcation terrible qui se situe aux alentours de 450, et nous sommes aujourd'hui en train de vivre la fin de ce que les historiens appellent la modernité, qui a commencé à la Renaissance et qui est en train de se déliter sous nos yeux. Alors, essayons de représenter ce qui nous arrive de manière plus précise. Et pour le représenter de manière plus précise, je voudrais vous proposer un diagramme tout simple. On va reprendre ce que les historiens nous disent. Les historiens nous disent, il y a un cycle antérieur qui décline progressivement et qui progressivement s'affaiblit. Et puis il y en a un autre qui prend sa place et qui monte. Je représente ça par 2 courbes. Une courbe descendante qui est rouge, rouge pour feu rouge, ça s'arrête. Et l'autre, je le représente par une courbe verte pour feu vert, go, c'est ça l'avenir. Et voilà ce que ça donne. Et vous sentez bien qu'il y a une zone où les deux logiques s'affrontent. Parce qu'il est évident que l'ancienne logique se bat pour garder ses privilèges, alors que la nouvelle logique est en train de monter en puissance et doit donc nécessairement entrer en conflit avec l'ancienne logique. Ce qui crée des turbulences, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Ce que nous appelons là où les crises ne sont jamais que les manifestations des turbulences créées par le choc de ces deux logiques antagoniques dont l'une décline et va disparaître, en tout cas va se périphériser ou se marginaliser, et dont l'autre est en train de monter en puissance. C'est ça que nous vivons. On est en plein dedans. Et je suppose qu'en voyant ce diagramme, vous vous dites qu'il y a un truc qui manque. Moi, j'aimerais bien avoir des dates là-dessus.
Ça dure combien de temps, cette plaisanterie? Je vous fais attendre un peu quand même. Hein. On m'appelle l'Agatha Christie des conférenciers. Ça fait durer le suspense. Avant ça, moi, je voudrais vous parler du contenu de la courbe verte, c'est-à-dire de cette nouvelle logique qui s'installe. Ça vous intéresse parce que c'est au cœur du débat d'entreprise. Comment faut-il que l'entreprise évolue pour progressivement passer de la courbe rouge, c'est-à-dire de l'ancienne logique économique, à la courbe verte, c'est-à-dire la nouvelle logique économique. Pour savoir comment une entreprise doit évoluer, il faut donc savoir quels sont les ingrédients de cette courbe verte. Comment est-ce que je vais tirer ça de mon chapeau? Oh, de la manière la plus simple du monde. Je vais commencer par vous expliquer que nous vivons 5 ruptures, donc nécessairement, la nouvelle logique doit prendre acte de ces 5 ruptures qui cassent la logique ancienne et doit répondre à chacune de ces ruptures avec un élément fort et majeur qui va être un ingrédient essentiel de la nouvelle logique. Tout simplement. Alors allons-y, regardons ce que ça donne. Première rupture, nous sommes passés de l'abondance à la pénurie. Quelle est la bonne réponse à une situation de pénurie? Ce n'est pas le catastrophisme. Ça porte un nom tout simple, ça s'appelle frugalité. Je vous rassure, après il y a un apéro, la frugalité, ce n'est pas l'apologie de l'anorexie. Pas de souci. Alors c'est quoi la frugalité? Mais la frugalité, c'est très simple. C'est 3 mots que nous utilisons, nous, dans notre petit cercle depuis fort longtemps et qu'on commence à nous piquer à droite et à gauche. La frugalité se définit par 3 mots. Moins, mais mieux. Moins, ça c'est quantitatif. Mieux, c'est qualitatif. Utiliser moins de ressources pour produire plus de qualitatif. Alors il faut projeter ça sur toutes les dimensions de la vie, que ce soit la vie domestique ou la vie professionnelle. Imaginez, consommer moins mais mieux. Vous êtes partant? Pas vraiment. Attendez. Travailler moins mais mieux. Ça vous va ça? Communiquer moins mais mieux. Vous en avez pas marre d'avoir vos 350 courriels tous les jours, dont 75% sont des pourriels, comme disent les Québécois? Hein? Etc. Investir moins mais mieux. Produire moins mais mieux. Etc. etc. Réfléchissez-y. Projetez ça sur chacune des dimensions de vie, vous allez voir, c'est un sujet de méditation qui en plus apporte du qualitatif, donc de la valeur, et fait économiser des sous. C'est pas une bonne idée, ça? Donc, frugalité. Passage du mécanique au numérique, hein, vous avez bien compris ce que ça veut dire, cette couche numérique qui vient s'ajouter sur notre fonctionnement est quelque part un véhicule de quelque chose qui s'appelle des idées, de l'information, des données, des savoir-faire, de l'intelligence, bref, ce qu'on appelle de l'immatériel. Nous sommes entrés dans une logique de l'économie immatérielle. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la richesse d'une entreprise? Au-delà de ce que nos amis comptables nous ont exposé tout à l'heure, à savoir l'actif du bilan, qui est le patrimoine matériel. Le patrimoine matériel peut être aussi rutilant que l'on veut. Si on l'utilise mal, ça ne donnera rien. Donc ça veut clairement dire que les actifs matériels, les patrimoines matériels sont absolument nécessaires, mais jamais suffisants. Et qu'avec les sophistications technologiques que nous connaissons, l'art de les utiliser convenablement devient de plus en plus stratégique. Eh bien, on appelle ça les patrimoines immatériels, c'est-à-dire les intelligences, c'est-à-dire les talents, c'est-à-dire les savoir-faire, le génie, pourquoi pas, ou des choses plus collectives dans une entreprise, l'esprit d'équipe, la créativité collective, la réactivité collective, la capacité d'anticipation. Toutes ces choses-là sont fondamentales, de plus en plus stratégiques dans les entreprises, mais avec un souci. Ça vaut combien une idée en euros? Ça vaut combien en euros un talent ou une intelligence? On n'en sait rien. Donc ça veut dire qu'encore une fois, on voit monter en puissance des patrimoines qui sont essentiellement qualitatifs et non plus quantitatifs, et ça pose des énormes problèmes managériaux, parce que nos méthodes sont toutes quantitatives.
Je vous donne une définition, ça va vous faire sourire, mais méditez-la 3 secondes. Qu'est-ce que c'est qu'un patrimoine matériel? C'est un patrimoine qui s'use lorsqu'on s'en sert. Une machine, un moteur. Qu'est-ce que c'est qu'un patrimoine immatériel? C'est quelque chose qui s'use quand on ne s'en sert pas. Un talent, par exemple. Quelqu'un de doué, si on n'active pas les talents qu'il a en lui, ben il va finir par les perdre. Quelqu'un qui a des connaissances mais qui ne les met pas en application, il va finir par les oublier. Voyez, la différence est fondamentale. Nous sommes portés de plus en plus par les patrimoines immatériels en termes de richesse de nos entreprises. Au niveau des organisations, passage, disais-je tout à l'heure, du modèle pyramidal au modèle réseau, avec tout ce que ça peut comporter comme difficulté managériale, parce que dans un réseau, qui est le chef? Tout le monde interagit avec tout le monde tout le temps. Qui est responsable de quoi? Qui prend l'initiative de quoi? C'est des vraies questions. Peu importe, nous sommes là en train d'entrer dans la 3e grande caractéristique de la logique nouvelle, c'est que c'est la complexité qui fait valeur. Et je vous en prie, je vous en supplie, ne confondez jamais complexité et complication. La complication, c'est quelque chose qui n'engendre aucune valeur, mais qui en consomme. Ce sont des boulets qu'on se met aux pieds. C'est les usines à gaz que les énarques sont capables de nous pondre à longueur de journée, qui servent à rien, sauf à nous embêter. La complexité, c'est autre chose. C'est la densité d'interaction avec l'environnement, avec les autres, avec les équipes ou avec soi-même. Et plus il y a d'interaction, plus il y a d'intelligence qui est activée, et donc plus il y a production de valeur. Vous voyez, on est bien dans une logique positive. Donc la complexité est une source de valeur, la complication est une source de déperdition de valeur. Le passage du prix à la valeur, j'en parlerai tout à l'heure, on en a parlé un tout petit peu en disant que l'ancien modèle économique était basé sur l'obsession des prix bas, et on sait bien que plus le prix est bas, plus à un certain moment, il faut lésiner sur la qualité pour continuer à faire la guerre des prix. Donc il y a une perte de qualité avec la guerre des prix, et que nos consommateurs, nos utilisateurs, ils en ont marre. Vous en avez marre. Le bon marché, c'est gentil, mais comme on dit chez moi, le bon marché, ça finit toujours par coûter trop cher. Donc voilà, on est bien là dans une bifurcation du prix à la valeur. J'en reparlerai mieux tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Que le 4e mot-clé fondamental, c'est la notion de qualité. Pas seulement la qualité des produits et des services, c'est de manière générale tout ce qui est qualitatif. Écoutez-vous vivre, écoutez vos collaborateurs, la qualité de vie. La qualité de vie au travail sont des revendications de plus en plus évidentes, de plus en plus fortes, parce qu'on a tous envie de vivre heureux. En tout cas, le moins malheureux possible. Et enfin, dernier passage, je vous l'ai dit, ces changements un peu philosophiques. La religion du progrès ne fonctionne plus trop. Je pense que les dernières élections européennes ce dimanche en ont été clairement la démonstration. Par contre, il y a de plus en plus une aspiration à simplement bien vivre. Le mot que j'utilise moi comme 5e argument, c'est intériorité. Soyons concrets, dans les entreprises, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement donner du sens à ce qu'on fait. Ça veut dire savoir pourquoi on fait les choses. Savoir comment on fait les choses, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Savoir pourquoi on fait les choses, ça c'est intéressant. Donner du sens, pour nous d'abord, pour nos collaborateurs ensuite. Vous savez, vous le savez mieux que quiconque. Moi je viens d'une famille paysanne. Moi j'ai vu une chose tout le temps dans cette famille, c'est la fierté de ce qu'on fait, la fierté des produits qu'on sort. Être fier de ce qu'on fait, c'est donner du sens à ce qu'on fait, non? C'est ça l'intériorisation du travail. C'est ça, avoir quelque chose au fond de soi qui dit « je vais le faire et je vais bien le faire ». Pour l'amour du métier, pour l'amour de mes savoir-faire, pour l'amour de ce qu'on m'a transmis, de ce que je vais transmettre. Est-ce que je délire ou pas, là? Donc voilà, on est bien dans 5 mots-clés, frugalité, immatérialité, complexité, qualité, intériorité. Je vous parle des dates? On y va alors? Vous êtes prêts? Aïe!
Vous voyez qu'on est dans l'histoire longue. Et là encore, ce sont les historiens qui nous ont fortement aidés pour essayer de comprendre ce qui se passait au niveau historique. Ben, vous voyez, le début de cette bifurcation, c'est la guerre 14-18. Ça, c'est ce que nos historiens nous disent. C'est la grande rupture, c'est la grande boucherie inutile, c'est la grande folie, avec tous les changements qu'il y a derrière. J'en prends un seul exemple, je peux vous en citer 200. Un seul exemple, c'est vous, mesdames. Avant la guerre 14, les rôles sociétaux de l'homme et de la femme, ils étaient vachement clairs. Hein? La femme à la maison, l'homme au bistrot. Voilà, clair. Mais avec la guerre 14-18, il s'est passé quoi? Première guerre mondiale de conscrits, ne l'oublions pas. Donc les gars, ils se sont retrouvés au front. Et il fallait faire tourner l'économie, il fallait faire tourner les usines, il fallait aller dans les champs. Qui l'a fait pendant 4 ans? C'est les nanas. Et puis en 18, et là il faut avoir un hommage. Ceux qui ont eu la chance de revenir, d'être tranchés dans un état à peu près potable. Quand ils sont revenus, ben, ils ont dit aux nanas, merci de nous avoir remplacés, maintenant s'il vous plaît, vous retournez à vos pénates. Et les nanas ont dit, no way. En français, pas question. Et c'est le début d'une énorme révolution, d'une redistribution qui a commencé à cette époque-là des rôles sociétaux entre l'homme et la femme. C'est le début des mouvements des suffragettes. C'est le début de la libération de la femme au sens ne serait-ce que vestimentaire, hein, le scandale de la garçonne, la femme qui se coupe les cheveux, qui refuse de mettre des corsets, qui raccourcit ses jupes, etc., etc. Revirement total. Donc, autrement dit, on est bien là dans la remise en cause fondamentale des modes de fonctionnement de la société d'avant, et il y en a comme ça des centaines d'exemples que je pourrais citer. Donc voilà, 1914-1918. Les historiens nous disent, eh bien, quand on quitte une situation d'équilibre, avant qu'une nouvelle situation d'équilibre ne s'installe, il faut un siècle et demi. C'est ça à la louche. 1914-18 plus 150 ans, ça nous amène entre 2050 et 2070. Vous voyez ça? Bon, encore une fois, le croisement des deux courbes, là, ça ne se fait pas sans peine. Hein. Ce sont deux logiques antagoniques, je pense que vous l'avez compris. Et donc, cet antagonisme-là engendre des turbulences. Quand deux fleuves rentrent en choc l'un dans l'autre, ça en fait des turbulences, ça en fait de l'écume. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Ce que nous appelons les crises ne sont jamais que l'expression ou la manifestation de ces turbulences. Et ça dure combien de temps, ces turbulences? Ben, en gros, ça dure 50 ans. Ça veut dire quoi? Ben, qu'on peut prendre comme date symbolique l'entrée dans la première crise pétrolière, 73. Hein, pour la première fois, l'Occident s'est rendu compte de quelque chose qui jusque-là était impensable, c'est sa dépendance énergétique et le fait que ces ressources énergétiques étaient limitées. Avant ça, c'était impensable. On fonctionnait comme si. Et puis là, quelqu'un nous apprend en fermant les robinets que ça ne fonctionne pas comme si. Et bon, ça se terminera probablement aux alentours de 2025. Donc, autrement dit, ceux qui vous disent la reprise, c'est pour dans 6 mois. La reprise, c'est pour dans 9 mois, 12 mois ou 15 mois, de deux choses l'une. Ou bien ce sont des menteurs, ou bien ce sont des ignorants, ou bien ce sont les deux, c'est-à-dire un ministre de l'économie ou de redressement productif. Vous ne pouvez pas applaudir un peu plus longtemps parce que j'ai... Ouais, je sens qu'on va être copains. Bon, donc voilà. Voilà, reprise. La reprise, ben, la bonne question à poser, c'est au fond, reprise de quoi? Ça, c'est la bonne question, tiens. Il nous bassine la longueur de journée avec la reprise. Mais la reprise de quoi? Écoutez-vous, écoutez-les parler. Et demandons-nous qui parle. Écoutez-les parler. Vous sortez de chez vous le matin, vous rentrez dans votre voiture, vous allumez la radio. Bam, première dose. À midi, on se repose 2 minutes, on lit un article dans le journal, bam, deuxième dose.
Le soir, après une journée exaltante, mais harassante, on est devant le 20h, bam, troisième dose. À 21h, normalement, vous êtes bon pour le suicide. Oui ou non? Donc la question, c'est, mais qui nous parle? Et là, il faut être un petit peu fin. Qui nous parle? Effectivement, qui nous parle? Mais ce sont les institutions de pouvoir de la Courbe Rouge. C'est-à-dire les institutions qui sont nées à la Renaissance pour mettre de l'ordre dans ce monde en construction qui était le monde de la Renaissance, le début de la modernité. Et c'est quoi ces institutions de pouvoir de la Renaissance? Pour les citer en vrac et dans le désordre, c'est l'État central, c'est les banques. Première banque née au début du XVIe siècle avec les Lombards. Ce sont les bourses. Première bourse née à Bruges en 1528, je pense, puis Anvers, puis Lyon, hein, avec la première bulle qui a explosé, la bulle spéculative qui a explosé à Amsterdam au début du XVIIe siècle, c'est la bulle des bulbes de tulipes. Ça ne s'invente pas, c'est une réalité qui a mis sur la paille 20% de la bourgeoisie européenne. Donc comme quoi il démarrait fort. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme institution? Ben oui, ce sont les jurandes, hein, les jurandes des métiers, des maîtres des métiers qui a donné les syndicats patronaux, et ce sont en face les corporations, hein, qui étaient les syndicats ouvriers de l'époque, si vous voulez. Tout ça a continué jusqu'à maintenant. Et nos institutions de pouvoir aujourd'hui sont toujours celles-là, mutatis mutandis, mais c'est toujours celle-là plus une. C'est celle qui démarre au début du XVIe siècle avec des placards collés sur les murs des villes qui donnaient les dernières nouvelles, surtout les plus croustillantes et les plus subversives. Et aujourd'hui, ça s'appelle la presse. Et vous mettez tout ça ensemble et vous savez qui nous parle. Quand on nous dit la reprise, c'est pour bientôt, c'est de quelle reprise parle-t-on? On parle de la reprise de la Courbe Rouge. Et qui nous en parle? Les institutions de pouvoir de la Courbe Rouge. Et là, il y a une erreur fondamentale. Moi qui suis thermodynamicien, je sais un truc, moi. C'est qu'un système thermodynamique, il est irréversible. Je suis un système thermodynamique. J'ai pas l'air comme ça, mais je vous jure. Et ma flèche du temps, elle est devant moi, là. Et je marche tous les jours un petit peu. Et imaginez ça. Un jour, je me dis non, j'arrête. Non, j'arrête. Je veux plus vieillir. Je me retourne et je retourne dans le ventre de maman. Ça ne marchera pas. Eh bien, c'est la même chose pour la Courbe Rouge. La Courbe Rouge, ça veut dire tout simplement que c'est un système qui est sorti d'équilibre et qui n'y reviendra jamais, parce que ce sont des systèmes irréversibles. Donc la reprise de la Courbe Rouge, c'est juste un fantasme des institutions de pouvoir de la Courbe Rouge qui espèrent garder la main sur le contrôle du système. Point à la ligne. Et regardez cette Courbe Rouge, bon Dieu, et mettez les lunettes de la Courbe Rouge sur votre nez. Regardez bien ce diagramme. Vous voyez la courbe? Avouez qu'il y a de quoi être vachement optimiste quant à l'avenir du pessimisme. Hein? Ah ben c'est de ça dont vous parlez. C'est de ça dont les médias vous parlent à longueur de journée. Mais maintenant, je vous en supplie, changez de lunettes. Enlevez les lunettes rouges, mettez les lunettes vertes. Et regardez le même diagramme. Regardez-le bien. Ça arrive une fois tous les 500 ans et ça tombe sur nous. Elle n'est pas belle la vie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vit une époque fabuleuse. Ça veut dire qu'on vit une époque où il faut réinventer le monde. C'est pas beau ça? Il faut réinventer tous les métiers. C'est pas beau ça? Regardez les deux gars qu'on a... Enfin, pardon, les deux gars. La dame et le monsieur qu'on a entendu tout à l'heure. Pardon, Navel. Hein? Qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu deux lascars qui sont en train de réinventer leur métier en disant on va faire autrement. On va aller chercher de la valeur là où on n'en a pas encore trouvé. On va aller creuser notre mine dans un autre massif. Ben, c'est bien ce qu'ils sont en train de faire. Et ils ont inventé des trucs. Mais c'est vrai partout. Qui a des gosses ici? Ah, vous êtes tous eunuques? Pour ceux-là, vous ne croyez pas qu'il est vachement temps de réinventer l'école? Vous n'avez pas un peu l'impression que ça délire un peu?
Vous n'avez pas l'impression, et les élections récentes nous l'ont montré, que tout le système politique de droite, de gauche ou d'ailleurs, il faut le réinventer de fond en comble? Ça délire complètement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que tout le système des services publics autour de nous est en plein délire? Il faut tout réinventer. Il faut tout réinventer au niveau de la société et il faut tout réinventer au niveau des entreprises et des métiers. Ça arrive une fois tous les 500 ans d'IG, ça tombe sur nous. C'est fabuleux. Alors arrêtons de nous pleurnicher. Nous avons à réinventer un monde, c'est pas beau ça? Tout est possible si on a de l'imagination et du talent. Ah, ça c'est un problème pour certains. Pas dans cette salle. Mais ceux qui ne sont pas membres de ce réseau, ça va pas être facile pour eux. Alors, moi je pense qu'il faut bien y réfléchir. Et il faut bien y réfléchir, là je redeviens extrêmement sérieux. C'est ceci, c'est que la création ou la mise en place de cette courbe verte qui existe déjà largement aujourd'hui, on en a deux beaux exemples et je suis sûr qu'il y en a plein d'autres dans cette salle. Cette courbe verte qui existe et qui doit se développer rapidement parce qu'on n'a pas trop le temps, c'est quelque chose qui va se créer par chacun d'entre nous. Ce n'est pas une institution de la courbe rouge qui va créer la courbe verte de demain. Au contraire, elles vont faire tout ce qu'ils peuvent pour en bloquer les effets. Parce que la montée en puissance de la courbe verte, c'est en fait quelque part la fin du fonds de commerce des institutions de pouvoir de la courbe rouge. Donc ce sont nos plus grands ennemis. Vous n'avez pas ressenti depuis une dizaine d'années que le problème des réglementations, des normes et des législations a enflé de manière complètement inflatoire et délirante? Vous n'avez pas l'impression que chaque jour en vous levant, il y a des mecs qui passent leur temps à vous mettre des boulets en plus sur les pieds? Vous n'avez pas ressenti ça très fort? Vous commencez à comprendre pourquoi? Parce que vous êtes en train de faire la courbe verte et que la courbe rouge n'a aucune intention de vous laisser faire. C'est tout. Et c'est la guerre! Bon, ben j'en termine. Je voudrais vous faire un petit comparatif entre cette courbe rouge et cette courbe verte et choisir quelques mots-clés à vous développer un tout petit peu, comme ça j'arrive à mon thème limite, je vois. Économie de masse et l'économie de niche, est-ce que je dois vous faire un dessin? La ménagère de 40 ans, elle n'existe plus si elle n'a jamais existé. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons en face de nous, non pas un marché, mais des centaines de marchés différents, avec des pratiques différentes, des exigences différentes, avec des mentalités et des critères d'achat différents. On est bien en train de basculer dans une logique de niche. Deuxième idée, économie des volumes, la taille, économie de marge. Qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi bien. Avoir une exploitation énorme, 4000 hectares, et vous perdez tous les ans 10 000 euros par hectare. Mais c'est 4000 hectares. Et en face, vous en avez une de 10 hectares qui vous rapporte 20 000 euros tous les ans. Vous choisissez laquelle? Bon, voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais il est bien gentil à Lévy, il déconne complètement, parce qu'on a besoin de la taille pour pouvoir engendrer la marge. Oui, mais pas seulement. Ben, évidemment, je fais dans la caricature là maintenant. Le choix n'est pas entre l'un et l'autre. Le vrai problème, c'est le dosage entre les deux. Il faut du volume, parce que le volume est nécessaire pour le volant de trésorerie, mais il faut beaucoup de marge, parce que c'est la marge qui fait vivre dans le temps. Et donc, il faut ajuster ça convenablement. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la tyrannie des prix bas rabote nos marges et donc rabote nos capacités d'avenir. Parce que c'est ça le problème. Et j'en connais quelques-uns qui sont des spécialistes pour venir nous voler nos marges dans nos poches. Ça peut s'appeler la grande distribution, ça peut s'appeler l'État, ça peut s'appeler plein de gens. Bon. Donc, comment on peut faire pour quand même se battre sur les marges? J'y viens. C'est un secret, et je vais bien partager avec vous. Économie par le capital, économie par l'intelligence, je m'en suis expliqué tout à l'heure. Je voudrais juste ajouter un petit S à intelligence en vous parlant de toutes les formes d'intelligence. Pas seulement l'intelligence conceptuelle, logique, académique, mais toutes les autres. L'intelligence intuitionnelle,
l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, ou encore mieux, ce que les compagnons du devoir appellent si joliment l'intelligence des mains, les savoir-faire manuels. Qu'est-ce qu'on a pu saloper comme savoir-faire des mains dans ce pays? C'est effrayant. On a jeté l'opprobre pendant 2 générations sur tous les métiers manuels. L'histoire est connue. Le gamin de 14 ans avec un sourire comme ça, qui arrive devant son père et dit « Papa, j'ai trouvé ma vocation. Je sais ce que je veux faire. » « Oui, mon gars, qu'est-ce que tu veux faire? » « Eh bien, écoute, je crois que je veux devenir boucher. » Réaction du père qui dit « Écoute. Tu fais ta médecine d'abord, et puis on en discutera. De toute façon, ça revient au même. » S'il y a un médecin dans la salle, je vais me faire tuer à la sortie. Bon, point suivant. Économie du standard, économie de la virtuosité. Le standard, on a bien compris, ça ne marche plus. Nos clients sont tous en appétit d'avoir des choses tout à fait personnalisées. Virtuosité, pourquoi prendre un terme musical et l'injecter dans le monde de l'économie et du management? Ce mot, pour moi, est fondamental. La virtuosité, c'est quoi finalement? C'est parvenir à réussir avec aisance quelque chose de très difficile. De très difficile. Or, depuis la fin de la dernière guerre, nous vivons dans une civilisation de la facilité. Tout doit être facile. Avoir un diplôme, ça doit être facile. Avoir son bac, ça doit être facile. Faire la cuisine, ça doit être facile. Etc., etc. Tout doit être facile. Gagner de l'argent doit être facile. Et nous, on sait bien que ce n'est pas vrai. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est vous proposer 2 raisonnements. Le premier raisonnement, c'est de dire ce qui est facile ne vaut rien. Et quand on fait comme tout le monde, le facile que tout le monde peut faire, il ne reste qu'un seul argument différenciant, c'est le prix. Il ne faut pas s'étonner si dans une civilisation de la facilité, le seul argument économique soit le prix bas. Puisque tout le monde peut faire le facile. Mais de l'autre côté, deuxième point du raisonnement, laissez-moi vous reparler des compagnons du devoir qui me font l'honneur de me considérer comme un prospectiviste pour eux. L'histoire est la suivante. Je clôt par une petite conférence un congrès de plusieurs milliers de compagnons du devoir, assis et itinérants. Alors qu'est-ce que c'est un compagnon itinérant? C'est un jeune gars qui fait son tour de France. Et c'est quoi un jeune gars? C'est quelque part entre 14 et 19 ans. Et qui travaille 11 heures par jour, 6 jours par semaine, sans vacances. C'est ça, faire un tour de France. Et je suis donc en train de clore ce congrès, très bien. Puis, voilà, la conférence est finie. Et on se retrouve, évidemment, au bar, avec les dirigeants locaux, tout va bien. Et puis il y a un gamin qui fonce sur le grand chef, qui se plante devant lui. Il a 15 ans, 16 ans, j'en sais rien. Il se plante devant lui et lui dit « C'est difficile d'être compagnon !» Et il le répète 3 fois, mais avec conviction. Vous sentez bien que... Voilà. Et le grand chef lui dit « T'as raison. Je sais bien de quoi tu parles. Tu vois, tous les gars qui sont là, ils ont tous fait leur tour de France. Et on sait que c'est difficile. Mais retiens bien ceci. » Et la phrase qu'il a dite ensuite, j'aimerais vraiment qu'on la grave tous au-dessus de notre porte d'entrée. Il a dit, écoute bien, ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Comment faire de la marge? En osant le difficile, en devenant un virtuose dans son métier. Quand un compagnon a fini son tour de France et devient un compagnon assis, il a un carnet de commandes à vie et personne ne discutera jamais ses prix. Ça ne vous donne pas envie, ça? Il suffit d'oser le difficile. Il suffit de réussir à faire bien ce que les autres ne réussissent pas à faire. C'est ça, la virtuosité. Et pour la virtuosité, le problème de la tyrannie des prix ne joue plus. Et on est dans une logique de marge. Devenez des virtuoses encore plus que vous ne l'êtes. Productivité, créativité, oui, ça c'est quelque chose qui est typique de notre époque. La productivité qui était le gros moteur de la courbe rouge, il faut avoir du rendement sur le rendement. Ça va bien.
Mais le problème, c'est que quand on est au summum de productivité, la directive fondamentale de management, et maintenant on ne change plus rien. Il ne faut surtout pas qu'on sorte de l'optimal. Très bien. Mais la créativité, c'est juste l'inverse, c'est changer tout le temps. Il faut choisir donc. Productivité ou créativité? Et dans un monde où la durée de vie des produits, des services, des technologies se raccourcit, il faut donc plutôt opter pour la créativité que pour la productivité, dont acte. La taille et l'agilité. Moi, quand j'aborde ce thème-là, je ne peux pas m'empêcher de penser à Steven Spielberg et à son film Jurassic Park. Je suppose que beaucoup d'entre vous l'ont vu, et vous vous souvenez peut-être de cette image au début du film, vous voyez pour la première fois le troupeau de dinosaures dévaler dans la vallée. Hein, c'est quand même grandiose, ces bestiaux-là. C'est pas rien. Et donc, Spielberg, il a très bien filmé les dinosaures, mais il a oublié de filmer les petits lémuriens qui étaient en train d'essayer d'éviter les énormes pattes de ces énormes dinosaures qu'ils avaient au-dessus de la tête. Et les petits lémuriens essaient de survivre comme ils peuvent. Et ils se contentent des miettes qui tombent de la bouche de ces énormes dinosaures. Ça vous rappelle rien sur notre époque, ça? Moi, je pense qu'on est là. On est exactement là. Les énormes dinosaures, qui étaient les rois de la fête, ils ont disparu très très vite. Pourquoi? Parce qu'il y a une comète qui a frôlé ou qui a heurté la Terre, ça a provoqué un changement climatique extrêmement important, et comme c'était des gros animaux inadaptables, ils sont morts. Pourquoi ils étaient inadaptables? C'est tout simple. Qu'est-ce que c'est un dinosaure? Essayez de vous figurer un dinosaure. C'est un animal avec un énorme ventre, avec un énorme cul, avec une énorme queue, et une toute petite tête. Ça s'appelle le CAC 40. Quand on est comme ça, on ne peut pas s'adapter. Parce que l'information qui naît au bout de la queue, elle met 20 ans avant d'arriver au bout de la tête. Donc forcément, la réactivité est quand même relativement basse. Par contre, le petit lémurien, lui, qui a été habitué à survivre par sa vitesse et son agilité, lui, il est bien. Lui, il est bien. Parce que quand les dinosaures ont commencé à disparaître, lui, il est devenu le roi de la fête, et tant mieux pour nous, parce que c'est notre ancêtre. Voilà, donc moi je crois qu'aujourd'hui, la courbe rouge, c'est une courbe où règnent les dinosaures qui vont bientôt disparaître. Et la courbe verte, c'est la courbe des petits lémuriens agiles et rapides qui ont compris que la taille n'est pas un argument. Au contraire, c'est un défaut. Économie de piège, économie de frugalité. Frugalité, j'en ai parlé, je ne vous sers pas la soupe. Par contre, pillage, c'est un mot dur. Il faudrait peut-être que j'explique un peu. Et ce mot pillage, moi je le mets expressément de manière agressive parce que je veux couper les ailes à un canard. Lisez la presse. Depuis 10 ou 15 ans, on nous casse les pieds à longueur de journée en disant « Wow, regardez les économies émergentes, les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, regardez ça ! 7, 8, 9% aujourd'hui de croissance du PIB, 12, 13, 14% naguère. Et vous, regardez-vous, bande de minables d'Européens, 0,3%. Vous n'avez pas honte, non? Attendez, il faut arrêter. Il faut arrêter, là. Il faut arrêter parce que je crois qu'il y a des choses à mettre en place. Comment se fait-il que les économies émergentes aient réussi ce miracle économique? La réponse, elle tient en un mot, c'est le pillage de leurs ressources. Ressources naturelles d'une part, ressources humaines d'autre part. Donnez-moi 1 milliard de Chinois que je peux faire bosser 12 heures par jour pour la moitié du SMIC, je vous assure que des miracles économiques, je vous en fais 13 à la douzaine. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter de mettre ça en avant, il faut arrêter de dire « imitez-les ». Il ne faut surtout pas les imiter. Il faut respecter leurs droits à augmenter le niveau de vie de leur région. Bien sûr, nous avons, entre nous, on peut le dire, on a quand même pillé la planète, nous les Européens, pendant 2 siècles. Hein, c'est pour ça qu'on est dans ce niveau de vie actuel. On ne peut pas refuser ça aux autres. Mais de là à dire qu'il faut les imiter, c'est juste du suicide. Il faut juste comprendre une chose, c'est que l'augmentation, la croissance du PIB, c'est aussi l'accélération de l'épuisement des ressources. Donc il n'y a pas de miracle, encore une fois, ni en économie, ni en physique. Hein? Donc moi je pense que cette économie du pillage, il faut l'accepter, parce que quelque part c'est dans la logique
probable du monde tel qu'il est aujourd'hui, il ne faut surtout pas l'imiter. Surtout pas. Frugalité. Et enfin, je termine par là, économie du prix, économie de la valeur. Bon, là on l'a déjà dit, nous sommes dans un monde et nous subissons la tyrannie des prix bas. Il faut toujours baisser les prix, baisser les prix, baisser les prix, raboter les marges, raboter les marges. Et tout ça pourquoi ? Comme vous le savez, et c'est des phrases que j'ai entendues très souvent, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, le bon marché finit toujours par coûter trop cher. Ou ce que j'entends aussi dans ma famille, c'est je ne suis pas assez riche pour me payer du bon marché. Vous savez bien ce que ça veut dire. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la tyrannie des prix bas, ça a une limite. Et il faut remplacer ça par quoi ? Il faut remplacer ça par de la valeur d'usage. Il faut que ça fasse de l'usage. Et je préfère quelque chose qui fasse de l'usage et que j'achète un peu plus cher que quelque chose que j'achète très très bon marché mais qui ne fera pas d'usage du tout. Et donc si on réfléchit maintenant un peu plus économiquement, on se rend compte très vite de ceci, c'est que le prix qu'on paye, c'est en fait la première dépense liée à un bien. Prenons une machine agricole, j'achète ma machine agricole, le prix que je paye pour l'acquérir, c'est ma première dépense pour cette machine. Mais une fois que je l'ai acquise, elle commence seulement à fonctionner. Donc j'ai des dépenses de fonctionnement, des dépenses de maintenance, d'entretien, de dépannage, etc., pendant toute la durée de la vie. Et au bout de la vie, je vais avoir des dépenses de démontage, de démantèlement, de recyclage, de destruction, que sais-je. Et c'est l'ensemble de toutes ces dépenses que je dois regarder. Si je suis bien assis sur mon portefeuille, c'est ça que je dois regarder. Le prix d'achat n'est jamais que le premier paramètre de toute une chaîne de dépenses liées au bien. Et ce que je dois optimiser, c'est la totalité des dépenses ou la totalité de la vie du bien, et pas la première dépense que je fais, c'est le prix d'achat. Donc ça veut dire qu'on en arrive bien à raisonner non plus en termes de prix d'achat, mais en termes de valeur d'usage, sur la totalité de la vie, de nos services, de nos biens, de ce que nous en vendons, etc., etc. Et réfléchissez au mode de fonctionnement de vos entreprises. Si vous basculez du raisonnement du prix au basculement de la valeur, vous allez voir que ça change tout. Et en plus de ça, vous avez une fidélisation de vos clients parce que vous allez suivre les produits ou les services que vous vendez pendant toute la durée de leur usage. Donc vous avez des rentes dessus, etc., etc. Réfléchissez-y. Moi, je termine par une petite anecdote. Imaginez-moi à 13 ans, je suis dans le magasin de vêtements pour dames d'un de mes oncles. Il y a une jolie femme qui rentre, elle flash sur une robe. Elle va dans la cabine d'essayage, elle essaye la robe. Elle se déshabille, elle se rhabille, elle sort de la cabine d'essayage avec la robe sur le bras. Elle se dirige vers le comptoir de mon oncle. Écoutez bien le dialogue. La plus grande leçon de commerce de ma vie. La femme dit à mon oncle, « Dites-moi, monsieur, que vaut cette robe ?» Et mon oncle cabotin, comme pas deux, lui dit, « Madame, ce que vaut cette robe, je ne sais pas. Ça dépendra de la manière dont vous la porterez, et ça dépendra surtout des yeux du monsieur qui vous regardera. Je ne sais pas ce que vaut cette robe. Moi, je sais seulement le prix auquel je vais vous la vendre. » Prix et valeur, ce n'est pas la même chose. Et nous sommes en train de quitter une logique de prix pour entrer dans une logique de valeur. Et j'ai un dernier slide à vous montrer, enfin, un dernier diapositive à vous montrer, qui résume un petit peu tout, mais elle est en anglais, pardonnez-moi. Sorry for the inconvenience, we are trying to change the world. En français, désolé pour le dérangement, nous sommes seulement en train de changer le monde. Vous êtes en train de changer le monde, vous êtes sur la courbe verte et vous avez un truc formidable à y faire. Merci à vous.